Sans Renault, le BTP français aurait-il existé? Cette question n'est ni un slogan, ni une provocation. C'est une interrogation historique légitime. Depuis le début du XXe siècle, l'espoir et le développement du BTP, du transport lourd et de l'agriculture reposent sur trois piliers fondamentaux. La disponibilité de machines fiables, des moteurs capables de fonctionner longtemps sous fortes contraintes et une industrie suffisamment puissante pour produire en grande série. Sur plus d'un siècle, un nom revient de manière constante lorsqu'on analyse ces trois éléments. Renault. Aujourd'hui, notre documentaire ne va pas s'intéresser à Renault comme constructeur automobile grand public. Non, ce n'est pas notre centre d'intérêt. Il va plutôt s'intéresser à une autre Renault. Une Renault industrielle, souvent invisibilisée mais omniprésente. Celle des chars de guerre, des camions de chantier, des véhicules de transport lourd, des tracteurs agricoles et des châssis spécialisés pour les travaux publics, les carrières, les mines et la forêt. Dès la Première Guerre mondiale, Renault devient un acteur majeur de la production de véhicules lourds et de matériel chenillé. Des choix techniques faits pour l'urgence militaire vont, après la guerre, structurer durablement le monde civil. Transmission, moteur, robustesse des châssis, logique de production industrielle. Des fondations techniques qui influenceront directement le BTP moderne. Après 1918, puis plus encore après 1945, la France est un pays à reconstruire. Routes, ponts, villes, réseaux, exploitations agricoles, tout manque. Dans ce contexte, les camions Renault, les tracteurs agricoles Renault et les véhicules industriels issus de la régie deviennent des outils centraux de la reconstruction nationale. Mais cette domination n'est ni évidente ni incontestée. Derrière Renault, il y a un homme, Louis Renault. Un ingénieur autodidacte, obsédé par la mécanique, le rendement et la production. Un entrepreneur visionnaire, capable d'anticiper les besoins industriels, mais aussi un patron autoritaire, parfois brutal dans ses méthodes. C'est ce qui lui a valu des surnoms comme l'ogre de Bilancourt. Un personnage bien trempé et haut en couleur. Son génie technique, comme ses zones d'ombre, vont profondément marquer l'ADN industriel de Renault. Face à lui, des concurrents redoutables. Berliet, pionnier du poids lourd, Latil, spécialiste du tout-terrain, puis Saviem, qui l'avalera. Et plus tard, les grands groupes européens. Des rivalités techniques, commerciales et politiques qui vont structurer toute l'histoire du véhicule industriel français. Alors, plusieurs questions se posent, et ce sont celles que ce documentaire va explorer. Qui était vraiment Louis Renault? Ses débuts, son personnage et son héritage. Pourquoi Renault s'est-il imposé si tôt dans le transport lourd et les engins industriels? En quoi les technologies issues du monde militaire ont-elles façonné le BTP civil? Comment Renault a-t-il cohabité, affronté ou absorbé ses rivaux industriels? Pourquoi certaines branches majeures, comme l'agricole, ont-elles quitté le giron Renault? Et surtout, quel héritage technique reste visible aujourd'hui, dans les camions de chantier modernes jusqu'en 2025? Ce documentaire propose une analyse chronologique, technique et industrielle sur 130 ans. Il ne s'agit pas de glorifier une marque, la question centrale reste donc entière. Sans Renault, le développement du BTP français aurait-il été possible dans les mêmes conditions, au même rythme et à la même échelle? Ce documentaire représente un important travail de recherche. Si vous souhaitez l'encourager, un like ou un abonnement suffisent. Avant le BTP, Renault et la guerre. Quand on parle aujourd'hui de camions de chantier, de bennes, de porteurs ou de mécaniques capables d'encaisser des centaines de milliers de kilomètres en charge, on imagine spontanément des routes, des carrières, des chantiers poussiéreux. On pense rarement aux champs de bataille. Et pourtant, pour Renault, tout commence là. À la fin du XIXe siècle, la France entre de plein pied dans l'ère industrielle. Les villes grossissent, les usines se multiplient, le rail structure le territoire. C'est dans ce contexte que Louis Renault fonde son entreprise en 1898. À l'origine, il ne s'agit pas encore de BTP, ni même de poids lourds. Mais très vite, une caractéristique va distinguer Renault de nombreux concurrents. Une obsession presque maladive pour la mécanique robuste, simple et reproductible. Dès les premières années, Renault ne se contente pas d'assembler. Il conçoit, il industrialise, il réfléchit en termes de série, de tolérance mécanique, de réparabilité.
Ce sont des choix qui peuvent sembler anodins à l'époque, mais qui vont devenir cruciaux quelques années plus tard, quand l'Europe basculera dans la guerre totale. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Très vite, le conflit s'enlise. Les armées découvrent que la guerre moderne n'est plus une affaire de charges héroïques, mais de logistique, de mécanique, de production industrielle. Il faut transporter des hommes, des obus, du ravitaillement, sur des terrains défoncés, sous le feu, dans la boue. Et surtout, il faut produire vite, beaucoup et de manière standardisée. Renault devient alors un acteur central de l'effort de guerre français. L'entreprise fabrique des camions, des moteurs d'avion, des obus, mais surtout, elle va entrer dans l'histoire avec une machine bien particulière, le Renault FT. Le Renault FT, mis en service à partir de 1917, marque une rupture totale dans la conception des blindés. Contrairement aux chars lourds et complexes de l'époque, le FT est plus compact, plus léger, plus simple à produire. Il introduit une architecture qui deviendra la norme mondiale. Moteur à l'arrière, compartiment de combat au centre, tourelle pivotante à 360 degrés. Ce n'est pas seulement une innovation militaire, c'est une révolution industrielle. Pourquoi ? Parce que le Renault FT est pensé pour être fabriqué en série. Les pièces sont standardisées, les méthodes de production sont rationalisées. On ne parle plus d'artisanat mécanique, mais d'industrie lourde organisée. Pour la première fois, Renault apprend à produire des machines capables de fonctionner dans des conditions extrêmes, tout en restant réparables sur le terrain, parfois avec des moyens dérisoires. Cette logique, faire simple, solide, efficace, deviendra plus tard l'ADN des véhicules de chantier. La Première Guerre mondiale forge aussi une autre compétence fondamentale, la capacité à concevoir des châssis et des transmissions capables d'encaisser des contraintes constantes. Le char FT doit rouler sur des terrains ravagés, franchir des tranchées, absorber des chocs répétés. Les ingénieurs Renault développent des solutions mécaniques qui privilégient la robustesse à la sophistication inutile. Là encore, on est très loin du confort civil, on est dans la survie mécanique. Après l'armistice de 1918, Renault ressort profondément transformé. L'entreprise a changé d'échelle. Elle a appris à produire en masse, à organiser des chaînes de fabrication complexes, à former une main-d'œuvre spécialisée dans la mécanique lourde. Ce savoir-faire ne disparaît pas avec la paix, il s'ancre dans l'entreprise. Dans l'entre-deux-guerres, Renault continue de produire des véhicules civils, mais conserve une forte activité industrielle lourde. Les camions gagnent en importance, ils deviennent plus puissants, plus endurants, capables de transporter des charges toujours plus élevées. On ne parle pas encore explicitement de BTP, mais les bases sont là. Moteur coupleux, châssis rigide, pont renforcé. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Ce second conflit mondial pousse la mécanique à un niveau de brutalité encore jamais atteint. Les exigences sont extrêmes. Les véhicules doivent fonctionner sous des bombardements, avec des pénuries de matériaux, dans des conditions climatiques variées. Les moteurs sont sollicités en permanence, les transmissions encaissent des couples élevés, les châssis subissent des contraintes répétées. Renault, comme l'ensemble de l'industrie française, est prise dans la tourmente. Les usines sont réquisitionnées, bombardées, surveillées. La période est complexe, douloureuse et politiquement chargée. Mais d'un point de vue strictement technique, elle représente une phase d'apprentissage radicale. Les ingénieurs et les ouvriers apprennent à faire plus avec moins, à concevoir des mécaniques simples, réparables, tolérantes à l'approximation, à privilégier la fiabilité brute plutôt que la performance théorique. Les moteurs sont conçus pour tourner longtemps, parfois avec des carburants de qualité médiocre. Les transmissions doivent fonctionner même mal entretenues. Les châssis doivent rester droits malgré les chocs. Ce savoir-faire n'a rien de glorieux sur le plan humain, mais il est déterminant sur le plan industriel. À la Libération, en 1945, la France est exsangue. Les infrastructures sont détruites, les routes sont défoncées, les ponts sont à reconstruire, les villes sont à rebâtir. Et pourtant, un élément est prêt, l'outil industriel. Renault, nationalisé en 1945, possède alors un héritage mécanique unique. Une entreprise qui a appris, dans la douleur, à fabriquer des machines capables de travailler dans l'enfer. Des moteurs conçus pour encaisser, des châssis pensés pour survivre, des méthodes de production adaptées à l'urgence. C'est ici que se fait le lien fondamental avec le BTP.
Quand quelques années plus tard, il faudra produire des camions pour transporter du béton, des gravats, de l'acier sur des routes inexistantes ou à peine praticables, Renault ne partira pas de zéro. Le chantier ne sera qu'un nouveau champ de bataille. Moins mortel, certes, mais tout aussi exigeant mécaniquement. Le BTP Renault ne naît donc pas dans le confort des bureaux d'études civiles, il naît dans le bruit des chaînes de production de guerre, dans la boue des champs de bataille, dans la nécessité absolue de faire des machines qui ne cassent pas. Et c'est cette origine-là, souvent oubliée, qui explique pourquoi pendant des décennies, les camions Renault seront réputés pour une chose simple, presque brutale. Ils encaissent. Louis Renault, l'ogre de Billancourt et le visionnaire. Il faut s'arrêter un instant sur l'homme, parce que Renault, ce n'est pas qu'une marque. Pendant des décennies, c'est d'abord une personnalité, et Louis Renault n'a jamais été un personnage lisse. Très tôt, il se forge une réputation à part dans le paysage industriel français. Brillant, obsessionnel, autoritaire. Un homme capable de passer des heures dans un atelier à corriger un détail mécanique, puis de prendre des décisions brutales sans la moindre hésitation. Il dormait parfois dans l'usine pour superviser un prototype. Obsession totale. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un patron exigeant jusqu'à l'extrême, parfois tyrannique, souvent craint. Dans les usines Renault, on le surnomme l'ogre de Billancourt. Ce surnom ne vient pas de nulle part. Louis Renault dirige son entreprise d'une main de fer. Il contrôle tout, décide de tout et supporte très mal la contradiction. Les cadences sont élevées, la discipline stricte. Les ouvriers savent qu'ils travaillent pour un patron qui exige un rendement maximal. Les conflits sociaux sont fréquents, parfois violents. Renault ne cherche pas à être aimé, il cherche à produire, à dominer techniquement, à avancer plus vite que les autres. Mais réduire Louis Renault à un tyran serait une erreur, car ce même homme est aussi un visionnaire industriel hors norme. À une époque où beaucoup d'industriels français résonnent encore comme des artisans améliorés, lui pense déjà en termes de volume, de chaîne, de standardisation. Il comprend très tôt que l'avenir appartient à ceux qui maîtrisent la production de masse, pas seulement pour vendre plus, mais pour imposer leurs standards. Pendant la Première Guerre mondiale, il invente le char FT-17, clé de la victoire alliée en 1918. Louis Renault n'invente pas seulement des véhicules, il invente une manière de produire. Son obsession pour la mécanique va bien au-delà du profit. Il veut comprendre, améliorer, optimiser. Il intervient directement dans la conception des moteurs. Il n'est pas un financier détaché de l'atelier. Il est dans le dur, parfois trop. Cette implication constante crée une culture d'entreprise particulière, exigeante, rigide, mais techniquement redoutable. Cette culture va profondément marquer l'ADN de Renault. Mais l'histoire de Louis Renault est aussi traversée par des zones d'ombre, notamment pendant les périodes de guerre. La Première Guerre mondiale le propulse au rang d'industriel stratégique. La Seconde Guerre mondiale, en revanche, assombrit durablement son image. Ces usines continuent de fonctionner sous l'occupation. Les choix faits à cette époque, contraints ou non, resteront longtemps controversés. À la Libération, Louis Renault est arrêté. Il meurt en prison le 24 octobre 1944, cause controversée, avant d'avoir été jugé. L'État nationalise l'entreprise peu après. Sa femme et son fils contestent vigoureusement cette nationalisation pendant des décennies, obtenant une indemnisation partielle bien plus tard. Cette fin brutale contribue à figer le personnage dans une image complexe, parfois caricaturale, souvent polémique. Mais il faut être clair sur un point. Sans cet homme-là, avec ses excès, ses défauts, ses méthodes brutales, Renault ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Louis Renault n'était pas un humaniste, il n'était pas un patron social, il était un bâtisseur industriel. Il croyait dans la machine, dans l'organisation, dans la discipline. Il pensait que l'industrie devait être forte, structurée, capable de répondre aux crises, y compris les plus violentes. C'est précisément cette vision, forgée dans la contrainte et le conflit, qui permet à Renault de disposer, après sa mort, d'un outil industriel hors norme, une entreprise capable de produire vite, beaucoup et avec une constance rare, une entreprise prête, presque malgré elle, à devenir l'un des piliers de la reconstruction française. En ce sens, Louis Renault incarne parfaitement une figure typique de l'industrialisation du XXe siècle,
Il ne laisse pas derrière lui une œuvre consensuelle, il laisse une machine industrielle puissante, structurée, capable de survivre à son créateur. Et c'est cette machine-là qui, après la guerre, va être mise au service du pays, pas par idéologie, par nécessité. Ce chapitre n'est donc pas une parenthèse morale, il est une clé de lecture. Pour comprendre pourquoi Renault a été capable d'équiper des chantiers titanesques, de produire des camions capables d'encaisser l'impossible, il faut comprendre d'où vient cette culture de l'exigence absolue. Et parfois, ce sont précisément ces personnalités-là qui façonnent durablement l'histoire industrielle. L'après-guerre, la France à reconstruire, 1945 à 1960. En 1945, la France n'a pas besoin de discours, elle a besoin de machines. Le pays sort de la guerre physiquement brisé. Les routes sont éventrées, les ponts détruits ou fragilisés, les voies ferrées hors service sur de larges portions du territoire, les villes industrielles ont été bombardées, les ports paralysés, les campagnes manquent de moyens de transport fiables. Il ne s'agit pas seulement de réparer, il faut reconstruire vite, partout et à grande échelle. À ce moment précis, le chantier devient une priorité nationale. L'État français lance une politique massive de reconstruction et de modernisation. Mais un problème se pose immédiatement. Comment transporter les matériaux ? Le béton, l'acier, le sable, le bois, les gravats ne se déplacent pas seuls. Sans camion, les plans restent sur le papier. Sans logistique, la reconstruction est impossible. Or, en 1945, le parc roulant français est vieillissant, hétérogène, souvent hors d'usage. Beaucoup de véhicules ont été détruits pendant la guerre, d'autres sont inadaptés aux conditions extrêmes des chantiers de reconstruction. Les routes sont dégradées, parfois inexistantes, les charges sont lourdes, les distances sont longues, les moyens d'entretien sont limités. Il faut donc des véhicules spécifiques, pas de voitures, pas d'utilitaires légers, des camions. C'est dans ce contexte que Renault, désormais nationalisé, change de statut. L'entreprise n'est plus seulement un constructeur industriel, elle devient un outil stratégique de l'État. Sa mission est claire, produire des véhicules capables de soutenir l'effort de reconstruction, rapidement, en grande série et avec une logique de terrain. Les ingénieurs Renault ne travaillent pas pour flatter une clientèle privée. Ils répondent à des besoins concrets, transporter plus souvent sur des routes défoncées, avec des chauffeurs parfois peu formés et des ateliers de maintenance rudimentaires. La priorité n'est ni le confort ni l'esthétique. La priorité, c'est que le camion démarre, roule, charge et recommence le lendemain. C'est à cette époque que Renault développe ses premiers camions réellement adaptés au chantier, comme le 1000 kg, 1945, la goélette et le voltigeur, année 1950, ou le galion, 2,5 tonnes dès 1947. Des porteurs à châssis renforcés, capables d'encaisser des charges importantes sans déformation. Des motorisations pensées pour le couple plutôt que la vitesse, afin de tirer des charges lourdes à bas régime. Des transmissions simples, robustes, conçues pour être réparées sur place, parfois avec peu d'outillage. Ces camions ne sont pas des prototypes expérimentaux. Ils sont produits en série, livrés aux entreprises de travaux publics, aux collectivités locales, aux services de l'État, aux côtés de ceux de Berliet et Unique. Ils deviennent des outils du quotidien sur les chantiers de route, de logement, d'ouvrages d'art. Des milliers de galions et goélettes ont sillonné les routes défoncées, chargées à ras-bord. Sans eux, pas de 30 glorieuses. Dans les années 1950, le chantier français prend une ampleur inédite. Des quartiers entiers sont reconstruits. Les grands programmes de logement sortent de terre. Les routes nationales sont refaites, élargies, stabilisées. Les premiers grands travaux d'infrastructures modernes se multiplient. Et partout, sur ces chantiers, les camions sont omniprésents. Renault comprend très vite que le chantier n'est pas un environnement comme les autres. La poussière, la boue, les surcharges fréquentes, les arrêts répétés, les démarrages à froid mettent la mécanique à rude épreuve. Les véhicules doivent être conçus pour accepter ces contraintes sans faillir. Cela se traduit par des choix techniques clairs, surdimensionnement de certaines pièces, accès facilité aux organes mécaniques, simplicité des systèmes. Le camion devient un prolongement du chantier lui-même. Progressivement, Renault structure une gamme qui répond aux besoins spécifiques du BTP. Porteur pour benne, châssis adapté aux transformations, capacité de charge cohérente avec les matériaux transportés. Ces véhicules ne sont pas universels, ils sont spécialisés.
et c'est précisément ce qui fait leur force. L'État, les entreprises de travaux publics et les artisans trouvent dans ces camions un outil fiable, disponible et surtout adapté aux réalités françaises. Pas besoin de dépendre de constructeurs étrangers, pas besoin de pièces exotiques ou de solutions complexes. Le camion Renault est pensé pour le terrain français, avec ses routes imparfaites, ses chantiers dispersés, ses contraintes économiques fortes. Cette période marque un tournant décisif. Le camion n'est plus seulement un moyen de transport, il devient un maillon central de la chaîne de construction. Sans lui, le béton n'arrive pas. Sans béton, les murs ne montent pas. Sans murs, il n'y a ni logement, ni usine, ni école. Renault n'a pas seulement fourni des camions, il a contribué à installer une culture du chantier mécanisé, où la productivité repose sur la robustesse, la disponibilité et la simplicité. Renault construit le BTP moderne, 1960-1980. À partir des années 1960, la France change de rythme. La reconstruction laisse place à l'expansion. On ne se contente plus de réparer, on équipe, on développe, on anticipe. Le chantier devient structurant, il s'inscrit dans la durée et dans l'aménagement du territoire. C'est l'époque des grands travaux. Le réseau autoroutier français, encore embryonnaire à la fin des années 1950, connaît une croissance rapide. Entre 1960 et 1980, des milliers de kilomètres d'autoroutes sont construits ou planifiés. Les barrages hydroélectriques se multiplient, notamment dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Les programmes de logement collectif transforment les périphéries urbaines. Le chantier n'est plus ponctuel, il devient permanent. Cette nouvelle échelle impose une contrainte claire aux constructeurs. Il faut des véhicules capables de travailler tous les jours, sur des chantiers lourds, avec des cadences soutenues. Renault comprend très tôt que le camion de chantier n'est pas un dérivé du transport routier classique. Il doit être pensé comme un outil professionnel à part entière. C'est à ce moment-là que Renault Trucks s'impose comme un pilier du BTP français. Renault structure une gamme cohérente autour de porteurs robustes destinés à recevoir des bennes, des malaxeurs ou des équipements spécifiques. À la fin des années 1970, Renault monte encore d'un cran avec des camions plus lourds, capables de répondre aux besoins croissants des entreprises de travaux publics. Les Renault JP et Renault G s'imposent progressivement comme des références sur les chantiers routiers et de terrassement. Ces camions offrent des capacités de charge adaptées aux matériaux lourds, gravats, enrobés, sable, béton. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À cette époque, Renault produit environ 50 000 camions par an dans les années 70, dont une part significative est destinée aux usages professionnels lourds. Sur certains segments, Renault détient une position dominante sur le marché français du porteur de chantier, notamment auprès des entreprises locales et régionales. Mais au-delà des volumes, c'est la philosophie de conception qui marque les esprits. Les camions Renault de cette période sont conçus pour être compris par ceux qui les utilisent. Les moteurs sont accessibles, les organes mécaniques facilement démontables, les pièces sont standardisées et largement diffusées sur le territoire. Un atelier de campagne, un garage rural ou un service technique municipal peut intervenir sans dépendre d'outillage complexe ou de formation lourde. Cette approche n'est pas un hasard, elle répond à une réalité du terrain. Les chantiers sont parfois éloignés, les délais serrés, les immobilisations coûteuses. Un camion à l'arrêt, c'est un chantier qui ralentit. Renault privilégie donc la disponibilité à la sophistication. Les moteurs diesel développés durant cette période sont réputés pour leur longévité. Les blocs sont conçus pour encaisser des milliers d'heures de fonctionnement sous charge, avec des régimes moteurs modérés, mais un couple élevé. Les transmissions sont dimensionnées pour les démarrages en charge, les manœuvres répétées, les rampes de chantier. Alors que le BTP se mécanise davantage, Renault adapte ses véhicules aux nouvelles exigences. Les tracteurs de chantier font leur apparition sur les grands projets d'infrastructure. Ils permettent de tracter des semi-remorques chargées de matériaux lourds ou d'engins. Là encore, la logique reste la même. Stabilité, robustesse, simplicité. Renault ne cherche pas à impressionner, il cherche à durer. Cette période correspond aussi à une fidélisation forte des professionnels. De nombreuses entreprises de travaux publics construisent leur parc autour de camions Renault, non par effet de mode, mais par pragmatisme.
Les véhicules tiennent dans le temps, les coûts d'exploitation sont maîtrisés, les conducteurs connaissent les machines, les pièces sont disponibles rapidement. De la marque nationale à l'acteur industriel majeur, 1980-2000. Au tournant des années 1980, le BTP français n'a plus rien à voir avec celui des décennies précédentes. Les chantiers gagnent en taille, en complexité et en exigence. Les entreprises se structurent, se regroupent, s'équipent mieux. Le métier se professionnalise à tous les niveaux. Exploitation, maintenance, sécurité, gestion de flotte. Le camion n'est plus seulement un outil robuste, il devient un élément stratégique de la productivité. Les temps d'arrêt sont désormais mesurés, analysés, chiffrés. Les consommations de carburant sont surveillées. Les normes évoluent, qu'il s'agisse des règles de sécurité, des émissions ou du confort du conducteur. Le secteur entre dans une logique industrielle moderne et cela impose aux constructeurs de revoir leur approche. Renault l'a compris très tôt. Dès 1978, avec la création de Renault Véhicules Industriels, RVI, une séparation nette s'opère au sein du groupe. D'un côté l'automobile, de l'autre le poids lourd. Ce choix, consolidé tout au long des années 80, n'est pas seulement organisationnel, il est stratégique. Le camion devient un métier à part entière, avec ses propres contraintes, ses propres clients, ses propres cycles de développement. Cette spécialisation marque la naissance d'une identité forte dans le camion professionnel. Renault Trucks affirme progressivement sa position sur les marchés du transport et du chantier. Les gammes sont clarifiées, les usages sont mieux segmentés, les véhicules sont conçus pour répondre à des missions précises. Bennes, porteurs lourds, tracteurs chantier, applications spéciales. On ne parle plus de camions polyvalents adaptés a posteriori, mais de machines pensées dès l'origine pour un usage professionnel exigeant. Cette période voit également l'intégration progressive des normes européennes, notamment en matière de sécurité et d'environnement. Les cabines évoluent, plus spacieuses, meilleure visibilité, isolation phonique renforcée, les systèmes de frein deviennent plus performants, les châssis sont conçus pour répondre à des contraintes réglementaires de plus en plus strictes tout en conservant leur capacité de travail. Renault investit alors massivement dans la recherche et le développement. L'objectif est clair, maintenir la robustesse historique tout en intégrant les nouvelles exigences du marché. Les moteurs gagnent en efficacité, les consommations sont optimisées. La fiabilité devient mesurable, documentée, intégrée dans les contrats d'exploitation. C'est à cette époque que des modèles emblématiques s'imposent durablement sur les chantiers français et européens. Le G, lancé en 1981, puis le Magnum, 1990. Ces camions sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles tout en respectant des standards de plus en plus élevés. Le G230, par exemple, a tracté des semi-remorques chargées d'engins et de matériaux sur les immenses chantiers du TGV. Sans lui et ses frères, pas de ligne à grande vitesse. Dans les années 1990, Renault Trucks s'impose comme l'un des principaux acteurs européens du poids lourd, avec une présence forte sur le segment du chantier. Les flottes se modernisent. Les grands groupes de BTP intègrent le camion dans une logique de parc structuré avec des cycles de renouvellement, des contrats de maintenance, des indicateurs de performance. Le camion devient un investissement rationnel, plus seulement un outil. Renault accompagne ce mouvement en développant des réseaux de distribution et de services adaptés aux professionnels. Les délais d'intervention sont réduits. La disponibilité des pièces est améliorée. La relation avec les exploitants évolue. On parle désormais de coût global d'exploitation, de durée de vie, de rentabilité. Cette transformation n'est pas sans risque. Certains constructeurs historiques n'y survivront pas. Les marges se resserrent, les exigences augmentent. Le moindre retard technologique peut coûter cher. Renault fait alors un choix clair, s'adapter, quitte à se transformer profondément. À la fin des années 1990, Renault Trucks n'est plus seulement un héritage industriel français, c'est un acteur structuré, capable de répondre aux standards internationaux tout en conservant une forte implantation dans le BTP. L'entreprise a changé de dimension. Elle est passée d'un symbole national à un industriel majeur du camion professionnel. Et si Renault n'avait pas été là? La question qui dérange. Poser la question « et si Renault n'avait pas été là » n'est pas un exercice intellectuel. Ce n'est pas un jeu d'histoire alternative. C'est une question industrielle, presque comptable. Parce que reconstruire un pays ne dépend pas de bonnes intentions,
mais de capacités très concrètes: produire, livrer, entretenir. En 1945, puis dans les décennies qui suivent, la France a besoin de dizaines de milliers de camions opérationnels, pas dans 10 ans, pas importés au compte-gouttes, immédiatement, et surtout adaptés aux réalités locales. Si Renault n'avait pas été là, qui aurait équipé cette reconstruction? La réponse est simple: l'étranger, ou du moins bien plus que ce qui s'est passé en réalité. Les constructeurs allemands sont exsangues après la guerre. Les industriels américains produisent, certes, mais pour leur propre marché et selon leurs standards. Importer massivement aurait impliqué des délais, des coûts logistiques élevés, une dépendance aux devises et surtout une inadéquation aux usages français. Un camion n'est pas un produit universel. Il est conçu pour un réseau routier, une fiscalité, un carburant, une manière de travailler. Sans acteurs nationaux forts comme Renault, aux côtés de Berliet et Unique, mais Renault dominant les utilitaires et les camions moyens, la France aurait dû acheter des véhicules conçus ailleurs, pour d'autres contraintes. Cela aurait immédiatement impacté les entreprises locales. Les artisans, les PME du BTP, les collectivités auraient dû composer avec des machines plus chères, plus complexes à entretenir et souvent inadaptées aux chantiers français. Sans Renault, des GMC Essence auraient bu le précieux carburant rationné, au lieu des diesels économes comme les Galions. La conséquence directe? Une augmentation des coûts. Coûts d'achat plus élevés, coûts de maintenance supérieurs, pièces détachées importées, délais d'approvisionnement plus longs, immobilisation des véhicules plus fréquente. Mais il y a plus grave encore, la perte de souveraineté industrielle. Renault ne fournissait pas seulement des camions, il fournissait un écosystème. Des usines sur le territoire, des sous-traitants français, des réseaux de maintenance, des formations, des emplois qualifiés, une capacité à adapter rapidement les véhicules aux besoins du terrain, comme transformer un châssis en benne ou en plateau en quelques semaines dans un atelier local. Sans cet acteur national, la France aurait perdu la maîtrise de sa chaîne logistique lourde. Elle aurait dépendu de décisions prises ailleurs, priorité de production, politique commerciale, fluctuations monétaires. Dans un secteur aussi stratégique que le BTP, cette dépendance aurait été un handicap majeur. Les grandes entreprises auraient peut-être pu s'adapter, mais les plus petites, les artisans, les entreprises locales, celles qui construisent des routes communales, les logements, les réseaux, elles auraient été les premières pénalisées. Le modèle français du BTP repose historiquement sur un tissu dense de PME capables d'intervenir rapidement partout sur le territoire. Ce modèle n'est viable que si les outils de travail sont accessibles, disponibles et réparables localement. Renault a permis cela. En proposant des camions conçus pour durer, avec des pièces disponibles, des solutions techniques compréhensibles, Renault a contribué à maintenir une certaine autonomie opérationnelle du secteur. Ce n'était pas une politique déclarée, c'était un fait industriel. Si Renault n'avait pas existé, la reconstruction aurait sans doute eu lieu malgré tout, mais plus lentement, plus cher, avec une dépendance accrue aux fournisseurs étrangers et une fragilisation durable du tissu économique local. Ce raisonnement ne concerne pas seulement l'après-guerre, il vaut aussi pour les décennies suivantes. Les grands chantiers des années 1960, 1970, puis la professionnalisation du secteur auraient été profondément différents sans un acteur capable d'accompagner les évolutions du terrain. La question n'est donc pas de savoir si la France aurait pu reconstruire sans Renault. La vraie question est à quel prix et avec quelles conséquences à long terme. Le BTP n'est pas un simple marché concurrentiel comme un autre, c'est un levier de développement, un outil d'aménagement du territoire, un facteur de résilience économique. Lorsqu'un pays maîtrise ses machines, il maîtrise son rythme. Renault a été l'un de ces leviers, discret, souvent critiqué, parfois controversé, mais central. Renault aujourd'hui, héritage et responsabilité. Arrivé à ce point du récit, une chose est claire. Renault n'est pas un acteur du BTP par accident. Ce qu'il est aujourd'hui est le résultat direct de plus d'un siècle de choix industriels, souvent contraints, parfois brutaux, mais toujours orientés vers une même logique, faire travailler la machine. Cet héritage est encore visible. Il se lit dans l'architecture des camions, dans certaines priorités de conception qui n'ont pas disparu. Le châssis reste une pièce maîtresse. La capacité à encaisser, à durer, à fonctionner dans des conditions dégradées reste un critère central. Le camion de chantier n'est toujours pas pensé comme un produit vitrine, mais comme un outil.
L'ADN chantier est là, même si le contexte a profondément changé. Aujourd'hui, le camion évolue dans un environnement radicalement différent. Les contraintes ne viennent plus seulement du terrain, mais aussi des normes. Réglementations environnementales, exigences de sécurité, attentes des exploitants en matière de confort et de productivité. Le camion moderne est devenu un compromis permanent. La transition énergétique est sans doute le défi le plus visible. Les chantiers doivent réduire leurs émissions, les zones urbaines imposent des restrictions, les collectivités exigent des solutions plus propres. Renault, comme l'ensemble du secteur, doit proposer des alternatives, motorisation moins polluante, solutions électriques ou hybrides, optimisation des consommations. Mais sur le chantier, la théorie se heurte à la pratique. Un camion électrique qui ne tient pas une journée complète, un système trop complexe à maintenir ou une technologie inadaptée aux contraintes du terrain devient rapidement un frein plutôt qu'un progrès. La question n'est donc pas seulement écologique, elle est opérationnelle. La rentabilité reste un enjeu central. Les entreprises de BTP raisonnent en coût global d'exploitation. Achat, entretien, immobilisation, revente. Chaque innovation doit prouver qu'elle apporte un gain réel, mesurable et durable. Le camion ne peut pas être un laboratoire permanent, il doit produire. C'est là que le dilemme devient clair. Comment intégrer plus de technologie sans sacrifier la robustesse ? Les camions d'aujourd'hui embarquent des systèmes électroniques avancés, des aides à la conduite, des dispositifs de sécurité sophistiqués. Ces évolutions améliorent la sécurité et le confort, mais elles complexifient aussi la maintenance. Un capteur défaillant peut immobiliser un véhicule là où, autrefois, un mécanicien aurait réglé le problème en quelques heures. Renault se trouve donc face à une responsabilité particulière. Héritier d'une culture du chantier basée sur la simplicité et la durabilité, le constructeur doit désormais concilier cet ADN avec les exigences du XXIe siècle. Ce n'est pas un choix marketing, c'est une question d'équilibre industriel. Le camion de demain devra être plus propre, plus sûr, plus connecté. Mais il devra surtout continuer à travailler, sur des chantiers qui, eux, n'ont pas disparu. La boue, la poussière, les charges lourdes, les délais serrés sont toujours là. La question qui se pose n'est donc pas de savoir si Renault peut innover. Il l'a déjà fait. La vraie question est de savoir s'il peut le faire sans rompre le lien avec ceux qui utilisent ces machines au quotidien. L'histoire racontée dans ce documentaire montre une chose. Chaque fois que le BTP a changé, Renault a dû s'adapter. Parfois sous contrainte, parfois en avance, mais toujours avec cette réalité en tête, le chantier ne pardonne pas les erreurs théoriques. Aujourd'hui, l'héritage est lourd, il oblige. Renault n'est plus seulement jugé sur ses performances techniques, mais sur sa capacité à accompagner un secteur stratégique dans une période de transition profonde. Ce qu'il fait, ou ne fait pas, aura un impact direct sur la manière dont le BTP français travaillera demain. La boucle est presque bouclée. Reste une question ouverte, volontairement laissée sans réponse définitive. Renault saura-t-il rester un constructeur de machines qui travaillent dans un monde qui change plus vite que les chantiers eux-mêmes ? On l'a vu tout au long de ce documentaire. De la guerre à la reconstruction, puis au chantier moderne, Renault a été une colonne vertébrale invisible du BTP français. Pas toujours mise en avant, souvent critiquée, mais constamment présente là où il fallait produire, transporter, bâtir. Si ce format de documentaire industriel vous a plu, laissez un like, ça soutient énormément le travail de recherche. Racontez-nous en commentaire votre expérience avec des camions Renault sur chantier. Abonnez-vous pour d'autres documentaires BTP sans langue de bois et partagez cette vidéo à un pro du chantier.